Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Avec mes compagnons de micro, Antoine Ménard et Gilbert Chouchana, dirigeants associés de Recrutimo, nous débattrons et inviterons régulièrement une personnalité du monde de l'immobilier afin de discuter en toute liberté d'un sujet suscité par la pratique ou l'actualité du secteur de l'immobilier. Avec nous aujourd'hui Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS. Nous lui poserons la question de la légitimité et de la pertinence en 2025 de la loi Hoguet, évidemment complétée par les lois Allure et Élan. Bonjour Danielle Dubrac. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Antoine Ménard. Bonjour Anne-Sandrine. Et bonjour Gilbert Chouchana. Bonjour. Alors la première question, je vais évidemment la poser à notre invité, Danielle Dubrac. La loi Hoguet, elle a 55 ans. Alors, on connaît tous ses apports indéniables et je pense en particulier à la garantie financière. Mais tout de même, et je vais le dire avec humour, 55 ans, c'est finalement un âge où les pépins de santé peuvent arriver, comme on dit. Alors, est-ce que cette loi Hoguet, qui, je le rappelle, a été complétée par les lois Allure et Élan, est encore suffisante pour protéger, encourager le développement des entreprises que sont les agences immobilières ? Eh bien, moi, je pense que oui. Je pense que la réponse est oui. Évidemment, oui. C'est une loi qui peut être vieille, entre guillemets, oui. Mais qui a fait ses preuves. A fait ses preuves par rapport à la formation, par rapport à la compétence, par rapport aux règles d'obligation. Je pense évidemment à la garantie financière. Je pense à la responsabilité civile professionnelle. Oui. Je pense aussi au code de déontologie. On a parlé de Allure et ensuite de Élan. Oui. Donc, une possibilité de sanction, des obligations, le mandat, le professionnel qui a un mandat, qui est responsable. Et donc, elle est simple à comprendre, me semble-t-il. Elle a évolué en fonction de la réglementation, puisqu'elle a été mise à jour progressivement. Et puis, elle est aussi intéressante parce qu'elle propose quand même une saine concurrence, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir un mandat pour vendre, pour louer. On peut faire du gré à gré, donc la concurrence, elle est réelle et sérieuse. Et puis, elle protège surtout le consommateur. Elle est simple à regarder, à comprendre, à mettre en œuvre. Donc, oui, la loi Hoguet s'est adaptée, elle a évolué et évidemment, il pourrait peut-être y avoir des évolutions par rapport aux nouvelles pratiques. Oui. Mais autrement, elle a son rôle et son utilité encore 55 ans après. Oui, parce qu'on ne l'a pas assez dit, mais à l'époque, elle a posé un cadre qui était devenu nécessaire. Il y avait besoin d'assainir un peu à la fois les pratiques et la profession. Donc, c'est pour ça que cette garantie financière qui représente les fonds de nos mandants, donc de nos clients, était utile. Il y a la responsabilité civile professionnelle, c'est une très bonne assurance. Et puis, il y a surtout les garants. Les garants qui viennent faire des contrôles dans nos cabinets, qui peuvent, à terme, donner des avertissements, voire proposer des retraits de cartes par l'autorité compétente. Donc, du coup, ça fonctionne bien, me semble-t-il. Mais alors, en 2025... Et là, je vais me tourner vers un de mes compères. Est-ce qu'il y a quand même dans la pratique des questions qui peuvent survenir et surgir face à cette loi ? Gilbert Chouchana. Oui, merci de me passer la parole. Quand vous dites que la loi Hoguet s'est corrigée, amendée à plusieurs reprises, je n'ai pas connaissance de plusieurs reprises. C'est-à-dire que la loi Allure, effectivement, a corrigé, ce n'était pas l'objet précis de la loi, mais à corriger un petit peu la loi Hoguet, enfin à compléter la loi Hoguet. Sinon, à mon sens, je n'ai pas connaissance d'une profonde modification de la loi Hoguet. Il y a eu le code de la déontologie quand même, malgré tout, avec des sanctions. Et puis, c'était avec la loi Allure, oui. Oui, absolument. Voilà. Après, il y a la commission de contrôle. Peut-être que c'est ça la question que vous avez en tête. Vous savez, la DGCCRF, elle descend, entre guillemets, elle vient faire des contrôles dans nos cabinets, manu militari. Et donc, s'il y a des sanctions à prendre, elle les prend. On reçoit les avertissements, le cas échéant. Donc, vous pensez que la loi Hoguet, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, suffit à encadrer le métier, à provoquer des bonnes réactions, des bonnes compétences de pratique de ce métier ? Il y a l'environnement de la loi Hoguet. Évidemment, il y a les nouvelles pratiques, par exemple le télétravail, le coworking, évidemment toutes les visions que l'on fait sur Internet, les contacts par Internet, les visites virtuelles avant des visites réelles. Tout ça, c'est vrai que c'est des nouvelles pratiques. Vous avez aussi des informations données aux consommateurs supplémentaires. Je pense au DPE, je pense aux travaux de rénovation. Il peut y avoir aussi la question de la rétractation. Tout ça, ça a quand même profité
au consommateur pour améliorer à la fois son information et puis sa possibilité de se démettre. Donc non, la loi Hoguet, elle a bien évolué et surtout elle est simple. Elle est simple. Et il y a le coût près. Il y a le coût près de la sanction, il y a le coût près de la carte professionnelle, il y a le coût près de la garantie. Enfin, il y a quand même beaucoup de garde-fous. Vous parlez de la DGCCRF. C'est toujours le cas ou c'est la CCI qui est en charge du contrôle des agences? Alors, la CCI, elle contrôle les cartes professionnelles. La carte professionnelle, le titulaire, il est donc soit compétent parce qu'il a un bon diplôme, ou il a une expérience et un diplôme, ou il a carrément une grosse expérience. Il a donc eu sa carte professionnelle pour 3 ans. Et à l'occasion du renouvellement de la carte, une obligation de formation. Ça aussi, c'est une évolution de la loi Hoguet. La formation, très récente, mais bon, quand même, les 42 heures par an. Donc, ça a apporté son lot d'obligations de formation. Et la Chambre de commerce va vérifier l'éligibilité des formations à travers les attestations qui sont présentées et ne manque pas d'ailleurs de dire que les dossiers ne sont pas complets ou ne sont pas bons si les statuts ne sont pas conformes à la réglementation de l'entreprise ou si les formations ne sont pas conformes à l'obligation de formation. Oui, c'est vrai qu'il y a un certain pointillisme de la part de la CCI, enfin des CCI. Elle respecte le droit. Et c'est très cloisonné. Tout à fait. Elle respecte le droit, malgré tout, en fonction des régions, vous n'avez pas exactement les mêmes réactions d'interlocuteurs et interprétations de... Alors, les régions dépendent du nombre de cartes à renouveler. En général, les CCI de région ont fait le maximum pour mettre à disposition du personnel lors des renouvellements, parce que c'est cyclique. On ne parle pas des cartes des personnes à habiliter, on parle simplement des cartes des titulaires. Et il peut y avoir des questions d'interprétation, mais vous avez la tête de réseau, qui est CCI France, qui va trancher. Et ensuite, qui va dire à la CCI locale, tu as raison, tu n'as pas raison. D'accord. C'est très compliqué quand même. Le renouvellement est plus compliqué que l'obtention, parce que l'obtention, c'est... Voilà. Mais le renouvellement est compliqué, mais c'est normal. Il y va de la compétence et de l'expérience du professionnel vis-à-vis des consommateurs. Pour revenir sur la loi Hoguet, donc, tout ce que vous décrivez me paraît tout à fait juste et les avancées sont indéniables. Pour autant... Quand on regarde un peu l'image de l'agent immobilier aujourd'hui, je crois qu'elle a été rarement aussi mauvaise qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette loi Hoguet, si elle apporte sécurité, réglementation, encadrement, très bien, est-ce qu'aujourd'hui, elle permet réellement à l'agent immobilier d'exercer son métier de manière professionnelle, de manière experte? J'ai aujourd'hui, moi, le sentiment que cette loi Hoguet, au contraire, c'est un frein. Et vous parliez de saine concurrence. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la concurrence, elle n'est pas très saine. C'est-à-dire qu'en fait, la question était économique. Est-ce que l'agent immobilier peut encore développer son agence dans le cadre de cette réglementation? C'est bien ça? Oui, bien ça et pour être encore plus précis, est-ce que la rémunération à la seule commission aujourd'hui n'est pas complètement dépassée et engendre plutôt la vraie question, des mauvais comportements, finalement une compétence d'agent immobilier bien en retrait, parce que finalement aujourd'hui, ce qui est au centre du jeu, ce n'est pas le client, mais c'est la commission. Alors la commission, il y a une garantie de résultat. S'il n'y a pas le résultat, si on ne vend pas, on n'a pas de commission. Donc c'est quand même important pour le consommateur. Et ce qui est important aussi, c'est le mandat. Le mandat, c'est par rapport à une notion de tiers de confiance. Si vous voulez tout déréguler, vous pouvez passer par des prestataires. Ils vous feront une vidéo, ils vous feront une photo, ils vous feront éventuellement une visite pour leur compte, et puis ils vous feront payer tout au final, quel que soit le résultat finalement. Donc je ne sais pas si... À quoi pensez-vous quand vous dites Alors, vous avez raison de poser la question. Parce qu'en fait, je pense j'ai envie de penser qu'il y a un juste milieu. C'est entre un marché complètement dérégulé à la prestation, effectivement, à la visite, etc. Encore faut-il que moi, je considère que l'agent immobilier n'est pas juste quelqu'un qui fait des visites. Et ce serait une moins-value quand même. Ce serait une moins-value. Il négocie et il connaît son marché. Oui. J'espère, en principe. Oui. Et on va dire quelque chose où on est uniquement au résultat. C'est quand même un métier où... je connais peu de métiers en France où quand on signe un contrat, en l'occurrence le mandat, on n'est pas sûr d'avoir la moindre rémunération. Donc entre dire je fais payer la visite et dire peut-être qu'à l'origine du mandat, on pourra avoir un début de rémunération qui permettra aux clients aussi de donner des mandats en connaissance de cause, de donner des mandats à des gens compétents et pas celui qui donne le meilleur prix, celui qui fait plaisir. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un rapport à la compétence de l'agent immobilier qui est très faible. Et je peux me tromper, je considère que la loi Hoguet aujourd'hui, par le mode de rémunération qu'elle prévoit, fragilise l'entreprise parce que c'est difficile d'avoir de la perspective et des prévisionnels
quand on n'est pas sûr d'être rémunéré. Donc, ça fragilise les commerciaux, les négociateurs, les conseillers. Et puis, ça favorise du coup un manque d'implication du management, un manque de formation. Et tout ça conduit finalement à une dégradation de la compétence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que certains particuliers commencent à se dire « je vends de particulier à particulier ». Puis finalement, ils vont passer par un professionnel qui connaît bien le marché et qui vendra au juste prix. Et il y aura deux gagnants. Il y aura à la fois l'acquéreur et le vendeur. Et c'est ça qui compte. Et c'est ce travail, cette expérience, cette compétence de l'agent immobilier qui fera la plus-value et qui fera la prestation de service correspondant à un vrai travail. Donc, la crise, d'ailleurs, n'a-t-elle pas démontré ça ? Je pense par exemple aux évaluations un peu trop gentilles qui finalement ont conduit des biens à rester sur le marché encore plus longtemps. C'était pas gentil. Je pense que c'était parce qu'il y avait un vendeur qui pensait que c'était ça le prix, qui avait besoin que ça soit vendu. Complaisant. Voilà. Oui. Non, par contre, ce que je pense, moi, c'est que la difficulté que nous avons, à mon avis, dans ce métier, c'est qu'on peut faire du gré à gré. On peut faire un acte de gestion en copropriété en étant syndic bénévole. On peut louer son logement sans passer par un professionnel. Donc déjà, la concurrence, donc du coup, elle est réelle, puisqu'on peut passer par d'autres professionnels, mais y compris, on peut le faire soi-même. Et donc, du coup, l'acte de gestion, il est gratuit. Il peut être gratuit dans la tête de certains. Bien sûr. Alors qu'en réalité, cette gratuité, elle n'est pas réelle. Elle correspond, ça va peut-être fonctionner une fois, 2 fois, mais pas à tous les coups. Ce n'est pas possible. Donc, c'est difficile de vendre un acte de gestion et sa valeur ajoutée, quand quelque chose en parallèle peut être gratuit. Je pense que c'est une des difficultés. Peut-être que répondre, il peut-être vous contredire. Non, mais vous avez parfaitement le droit déjà de me contredire. Et puis, je ne suis pas garante de la vérité, mais que l'acte soit gratuit quand on passe de particulier à particulier, j'ai envie de gré à gré, j'ai envie de dire, on ne sollicite pas un professionnel, ça ne me pose aucun problème. Ce qui, moi, me pose problème aujourd'hui dans la viabilité des professionnels de l'immobilier, c'est de dire que je peux passer avec 1, 2, 3, 10 agents immobiliers différents, 10 agents immobiliers, mandataires, conseillers, peu importe, mais que c'est gratuit pour 9 d'entre eux. Voire c'est gratuit pour 10 d'entre eux parce qu'en parallèle, je peux à la fois faire travailler un professionnel, donc gratuitement, et profiter de son conseil, de son expertise, de son analyse, et vendre de gré à gré quand même en parallèle. Et ça, je trouve que tout ça fragilise la profession. Fragilise la profession parce qu'on ne sait plus finalement rémunérer quelqu'un pour son travail. Si on considère que ce n'est pas que la visite, je partage complètement votre point de vue, le métier de l'agent immobilier, à un moment donné, pourquoi n'est-il pas récompensé par l'énergie qu'il déploie, les dépenses qu'il fait, les salaires qu'il paye à ses collaborateurs, alors qu'à côté de ça, je peux passer par 9 agents immobiliers différents et puis finalement vendre par mes propres moyens. C'est vrai que c'est la réglementation qui veut ça. C'est un mandat. On a un mandat et on a une obligation de résultat, sinon on n'est pas rémunéré. Par contre, on n'est pas prestataire de service. C'est là où la différence. Mais le prestataire de service n'est engagé qu'à concurrence de ce qu'il y a dans son contrat. Un mandat, ça va beaucoup plus loin. Il y a une responsabilité. Ça va beaucoup plus loin. Et ça vaut de l'argent, si je puis dire. Et surtout la négociation. Je pense que c'est vraiment la connaissance du sujet, la connaissance de la réglementation aussi. Vous avez vu un contrat de location maintenant ? Ça fait 5 cm d'épaisseur. Il faut pouvoir expliquer la documentation, il ne faut pas se tromper. Et on est engagé. C'est pour ça qu'on a une responsabilité civile, une assurance civile professionnelle. Et je vous rejoins complètement. Mais tout ça, justement, justifierait une forme de rémunération, pas forcément à la prestation, mais quand il y a autant d'engagement, de responsabilité, d'expertise, d'accompagnement, de suivi, comment on peut faire pour qu'à un moment donné, l'agent immobilier ne travaille pas gratuitement ? Moi, c'est ça qui me pose problème. Et c'est pour ça que cette loi Hoguet me pose problème, pas dans son ensemble, mais sur cette partie commission, se dire ne pas être rémunéré à la prestation, pas de problème. Effectivement, je vous rejoins, ça peut conduire à des situations un peu difficiles. En revanche, je veux dire, par exemple, je donne un mandat à quelqu'un, il engage donc des fonds, il engage de l'énergie, il engage des salaires, il engage sa responsabilité. Pourquoi cette prise de mandat ne donnerait pas lieu à un acompte, par exemple, qui permettrait aussi aux clients d'arrêter de choisir n'importe qui, n'importe comment, qui se concentrerait sur des gens compétents, sérieux, parce que des avis, parce que du vrai bouche à oreille, et pas prendre le dernier qui a parlé ou je ne sais quoi. Et peut-être, je ne sais pas comment on peut empêcher, mais en tout cas dire, si je rémunère un professionnel, non pas sur la totalité de la commission, mais peut-être un bout, peut-être que je ne vais pas sur le particulier ou à l'inverse, je ne vais que sur le particulier. Mais moi, ce qui m'a toujours posé problème dans mon métier, quand j'étais agent immobilier, c'était de dire je travaille avec un client, je lui apporte du conseil, je lui apporte de l'analyse pour le faire progresser dans sa vente, pour le rendre compétent.
Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? C'est où il a vendu seul en particulier, ou c'est mon confrère qui est à côté, qui a rien foutu, excusez-moi du terme, et qui vend par hasard. Et c'est ça que je trouve très injuste. Et c'est ça qui fragilise les entreprises sérieuses. Alors, il peut y avoir aussi des modes d'organisation entre les agents immobiliers ou les confrères. Oui. Je pense au fichier Amepi, par exemple, les mandats exclusifs, mais partagés quand même avec d'autres tiers de confiance professionnels. Il peut y avoir aussi ça. Après, c'est vrai que la question peut-être que vous posez, c'est quand il y a un mandat exclusif et que les honoraires, à un moment donné, ne sont pas dus et que la DGCSRF avait émis un certain nombre de difficultés, de points de vue que nous ne partagions pas. Mais excusez-moi. Non, je vous en prie, mais après, comment envisager la chose ? On est réglementé, donc ça, c'est un atout. Oui. On ne le fait pas assez savoir. Et finalement, les gens se disent, mais je l'ai entendu de personnes hautement placées, des conseillers, qui disent, mais finalement, il y a un agent immobilier qui est venu, qui m'a vendu en 3 minutes l'appartement de mes rêves à Paris. Tout le monde l'entend. Et il me demande 50 000 euros, je vous dis, j'exagère, mais 25 000 euros de commission. Ça arrive, Mais je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, c'est peut-être parce que nous, les professionnels, il faut qu'on explique comment est-ce qu'on fabrique notre prix. Quel est le prix de revient d'un acte de gestion, quelles que soient les annonces, les compétences des uns et des autres, l'informatique, la connaissance de la réglementation, etc. etc. Vous avez parfaitement raison. Je vais vous donner un exemple. Donc, je fais de la formation en parallèle. Enfin, nous faisons de la formation, excuse-moi. Et la semaine dernière, j'ai animé une formation qui s'appelle « Savoir se différencier des autres ». L'objectif de cette formation, c'est justement de remettre au centre du jeu la relation client et d'expliquer aux personnes que je formais comment remettre la totalité de leur métier sur le devant de la scène, comment expliquer à un client tout ce qu'ils font en amont, en aval, pendant l'expertise, leur niveau de compétence, le côté accompagnement, le conseil. Et les réflexions que j'ai pu avoir, il y avait quand même 20-25 personnes qui étaient là. Et à la fin de cette formation, visiblement plutôt appréciée, j'espère en tout cas, certains m'ont dit mais le problème, c'est que nous, on fait ça. Nous, on explique comment on fait une analyse de marché, comment on détermine un prix, on rentre dans le détail, on accompagne le client, on a des rendez-vous de suivi. Mais en fait, à côté, on a des professionnels, et beaucoup de professionnels, ils me disent pas un petit peu, ils me disent on a beaucoup de professionnels qui ne font pas ça, qui arrivent, qui donnent un prix n'importe comment, qui est souvent, aujourd'hui, déconnectés de la réalité, qui n'accompagnent pas, qui ne font pas de suivi, qui prennent de l'exclusivité, mais qui, en la fin, ne font pas d'entretien, d'accompagnement. Enfin, ils disent comment on se bat avec ça ? Parce que si nous, on est pro et qu'à la fin, on n'est pas rémunéré, ceux qui ne sont pas pros sont rémunérés, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Mais tout à l'heure, on a parlé de la sanction, en fait. Peut-être la question de la sanction. Par rapport parce que la loi Hoguet, pour moi, elle convient parfaitement. Elle peut être adaptée par rapport aux nouvelles pratiques. Mais en réalité, c'est le respect de la loi Hoguet qui est en cause. C'est plutôt ça. Voilà. Donc, comment peut-être contrôler plus, sanctionner plus, peut-être ça. La loi Hoguet n'impose pas un niveau de compétence, entre guillemets. Alors, il y a une obligation de formation. Mais peut-être qu'il faudrait que tous les agents, les professionnels de l'immobilier soient syndiqués, quel que soit le syndicat d'ailleurs. Peut-être, oui. Donc, ça, je suis entièrement d'accord. Ça apporterait un certain nombre de rappels de déontologie, de lutte contre la discrimination, de formation. Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait son prix, comment est-ce qu'on argumente. Donc les valeurs commerciales, mais aussi les valeurs académiques sur les sujets. Mais se pose donc aussi la question d'un ordre comparé à un syndicat, puisque le syndicat ne peut pas sanctionner. On parlait tout à l'heure il n'y a pas de sanction effective au sein d'un syndicat. Oui, il y a parfois une commission qui permet de réguler un peu, mais au fond... Alors, il y a la commission de contrôle qui, il y a eu Allure, Élan, c'est pas tout à fait les mêmes commissions, puisqu'il y en a une qui pouvait sanctionner et pas l'autre. Bon, elle n'a pas été mise en place pour l'instant, parce que je pense que c'est plutôt une question de moyens, parce qu'on ne sait pas qui va payer, qui va faire le secrétariat, etc. L'ordre... Pourquoi pas ? On y réfléchit. Un ordre, c'est un carcan. C'est un carcan. Enfin, c'est autre chose. Je respecte l'ordre, mais c'est un carcan. Il peut y avoir des avantages, des inconvénients, ou peut-être une haute autorité. Souvent, quand on me pose la question, je parle plutôt d'une haute autorité, c'est-à-dire une instance publique qui va réguler ou co-réguler avec les professionnels le marché, ou enfin le marché au sens de la réglementation du marché. Ou tout simplement, peut-être aller beaucoup plus sur la formation. C'est-à-dire que là, on parle de sanctions, on parle de droit, on parle de juridique, finalement. Oui. On ne parle pas d'humain, on ne parle pas de pratiques conflictuelles, on ne parle pas finalement de déontologie, véritablement. Alors, il y a une commission
qui se réunit comme elle se réunit ou comme elle peut. La formation, on est un petit peu à la préhistoire, c'est-à-dire on considère que 42 heures pour 3 ans pour renouveler une carte professionnelle, c'est suffisant. C'est une vue de l'esprit. Alors, sans parler des nouveaux entrants, alors, peut-être avec ce que nous avons obtenu auprès du Conseil d'État, est-ce que ça va changer ? Mais c'est encore quelques heures dans un océan où il faudrait un cursus beaucoup plus long, qui, je crois, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, pourrait régler, ou en tout cas permettre d'avancer beaucoup mieux sur la pratique du métier en tant que tel. Plutôt que de voir ça uniquement d'un point de vue de la sanction, ce qui est un petit peu le cas de chacun des syndicats, soit ont des partenaires hein, comme vous, ou ont leur propre organisme de formation. Et les formations, elles se font à la fois sur l'actualité, sur les problèmes aussi récurrents, hein, les nouveaux entrants, ceux qui ont fait que de la transaction, qui font de la gestion. Et puis aussi, en fonction des sinistres qui existent à travers les caisses de garantie ou l'assurance professionnelle, on va appuyer sur une formation complémentaire, supplémentaire, parce qu'on sent que là, il y a des problèmes. Quand vous avez une veille juridique, vous avez des gens qui vous téléphonent et que vous comprenez bien que l'adhérent n'a pas compris la question, on se dit, tiens, il faut une formation sur ce sujet-là. Donc des formations un peu d'opportunité. Donc ça, c'est important, mais ce n'est pas dans l'obligation. On peut former plus que 42 heures sur 3 ans. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est pas ce qui se passe, mais vous avez raison. Oui, 42 heures. Mais alors justement, le hasard fait bien les choses, puisque il y a tout juste quelques jours, c'est le Conseil d'État qui a rendu une décision, qui est le Conseil d'État qui avait été saisi par un autre syndicat qui s'appelle l'AFNAIM. Et donc, on sait qu'on va avoir un décret qui va fixer des conditions de compétences professionnelles initiales pour les collaborateurs d'agents immobiliers. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette information ? Alors nous, on a toujours été pour la formation. Ça ne s'est pas mis en place. Hein. C'est comme la commission de contrôle. On est plutôt pour, mais ça ne s'est pas mis en place. Donc ce décret, c'est vrai qu'il est attendu depuis plus de 10 ans. Depuis 10 ans, voilà, exactement. Bon, la FNAIM a fait un recours, pourquoi pas. Elle ne nous a pas associés à ce recours au moment où elle l'a démarré, dont acte. Une raison particulière. Et donc, je pense que des fois, certains syndicats veulent peut-être être ambassadeurs sur tel et tel sujet avant l'autre, j'en sais rien. Mais toujours est-il que nous avions déjà discuté au sein du CNTGI, nous en faisons partie, les autres syndicats aussi. Nous avions discuté de ce décret de formation initiale avec plein de questions, parce que le texte est assez non abouti, incomplet. Les entrants, alors les nouveaux entrants, c'est les entrants de la gestion et de la transaction. C'est pas que de la transaction. Donc déjà, quand on regarde la branche immobilière et par rapport aux résultats de la branche, hein, puisqu'on est dans des conventions collectives, on sait que ça correspond à 12 000 personnes à peu près par an. Voilà. Après, donc il y a les nouveaux entrants, et puis sur la durée aussi. Qu'est-ce que ça va être ? Qui va habiliter ? Qui va habiliter ? Aujourd'hui, le titulaire de la carte professionnelle pour les formations continues, c'est la chambre de commerce qui regarde et qui dit ça ne me va pas, etc. Et qui renvoie le dossier ou qui demande de le compléter. Donc là, qui va habiliter ? Aujourd'hui, on fait les cartes de nos collaborateurs. Tous les 3 ans, on les donne et puis la chambre de commerce redonne le document. Là, ça ne fera peut-être pas pareil pour ceux qui sont déjà habilités. Première question, parce qu'eux aussi doivent faire 42 heures, mais ce n'est pas contrôlé par les chambres. Et pour ceux qui entrent dans ce métier, alors la question de savoir si c'est avant d'entrer dans l'entreprise ou après, alors là déjà, du coup, ça, on ne sait pas trop. Bon, admettons que ça soit quand même... Ils sont déjà rentrés dans l'entité, hein, parce que sinon, bon. Et puis à ce moment-là, qui va certifier que cette formation correspond bien à une habilitation nécessaire pour entrer dans le métier ? C'est des vraies questions qu'on se pose. Hein. Pour l'instant, on n'a pas tranché. Et puis la durée, ça, c'est... Moi, je pense que c'est une question de coût aussi. Il faut faire attention au coût. C'est pas qu'on veut pas être formé, mais le coût, et pour ça que faire un inventaire, un peu une étude d'impact sur le coût, ça mériterait d'être regardé, parce que les OPCO, notre OPCO EP, n'a pas des fonds extensibles. Et à l'UNIS, alors quels sont les sujets sur lesquels vous allez travailler ? Quelles sont vos demandes ? Si vous avez déjà eu le temps sur le nombre d'heures, on a calculé 14 heures, 21 heures, 42 heures. On n'a pas calculé au-delà.
Oui. On a regardé aussi, donc il y a celui qui certifie que la formation est bien une formation pour habiliter. Enfin, voilà. Il y a aussi la question de la forme de la formation. Oui. Est-ce que c'est Le une support. formation classe virtuelle, enfin comme on dit synchrone ou asynchrone, voilà. Ouais, c'est Oui. ça. Vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi. Est-ce que c'est du distanciel, donc du présentiel, etc. Qu'est-ce qui est mieux? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de visio. Oui, nous, ce qu'on constate, alors nous, on Je est ne sais pas très... ce que vous en pensez, justement, de ça. Alors, On va vrais- donner notre avis. les vrais On formats va faire une Starpro, interview à l'envers. Ça va être très pratique, vous allez voir. C'est beaucoup moins drôle dans ce sens-là. c'est moins- Non, pour nous, la formation en tant que telle, Oui. les bonnes formations, c'est présentiel. Pour plein de raisons, mais c'est présentiel. Mais force est de constater que plus on avance et plus les formations présentielles sont reléguées sur le côté parce que c'est compliqué à mettre en place, etc., au profit de formations digitales, où là, il y a une espèce de torrent. À boire et à manger. Oui, Ouais. Alors oui, ça, c'est vraiment le cas de le dire. Oui. Mais qui convient, il faut le dire, parfaitement aux agents immobiliers. Souvent pour une question de coût, d'ailleurs, Et de temps. et de temps. Quand vous dites ça, vous pensez au e-learning, c'est ça? Ou pas? Oui, enfin... Ça peut être du distanciel sans que ça soit du e-learning. Là, on parle de e-learning, effectivement, Oui, pas ok. de distanciel. Oui, c'est donc ça. de asynchrone. C'est ça, asynchrone. Asynchrone. Voilà, Alors, asynchrone, ça se développe à une vitesse incroyable. La qualité, souvent, est très faible. Mais on a des clients, enfin des agents immobiliers qui, en fait, ne sont pas très intéressés par le sujet de la formation, qui veulent juste avoir leur 14 heures. Valider leurs heures, comme ils disent. valider Oui. leurs heures, que leurs équipes assistent assidûment à la formation ou pas, ça ne les intéresse pas trop. Ça leur coûte 150 €, 100 €, enfin, je sais plus, des sommes pas très importantes quand même si c'est toujours l'argent, c'est de l'argent. Et au final, c'est tout le sujet de la formation qui est dévalorisé. C'est dommage parce que je pense que la difficulté de ces personnes-là, c'est pas qu'ils sont pas intéressés à la formation, c'est que déjà, il n'y a que 24 heures dans une journée, la réglementation est tellement instable qu'on est sans arrêt en train de s'informer sur l'actualité, et je dirais en urgence, en curatif, alors qu'on a besoin de se poser quand on est en formation. Et puis, il y a le coût de la rémunération de tous les actes. Regardez, les honoraires de location, ils n'ont pas bougé depuis 2014. Et on a du mal à demander 3 francs 6 sous au gouvernement. Donc, il y a aussi la question de la rémunération de la personne. Et du coup, peut-être qu'il y a des choix qui se font, qui ne sont pas forcément des choix, des bons choix, mais c'est une réalité de gestion du temps et d'énergie et d'argent. Et d'économie. Mais alors, est-ce qu'il faudrait contraindre plus ? Je vais me tourner vers Antoine Ménard. Je ne sais pas s'il faut contraindre. Oui. Effectivement, nous, on a une vision avec Gilbert qui est que la formation, elle se fait en présentiel et que dans ce métier, qui est un métier qu'on a réalisé vraiment avec grand plaisir et qu'on aime, et on l'a fait, je crois, de manière très sérieuse, très compétente. C'est un métier qu'on n'apprend pas en 14 heures, en 21 heures. Et que annoncer, comme la FNIM le fait, 42 heures, dont 28 heures en présentiel, si ça, c'est croire qu'on va faire des agents immobiliers compétents, moi, je crois qu'on est un peu loin du compte. Alors, est-ce que, oui, la dimension coût, je vous rejoins. C'est vrai que les OPCO, je crois que c'est 2 000 € par an par agent, en tout cas moins de 11 personnes. Si on prend, si par exemple, moi, je considère qu'à moins de 2 semaines, c'est compliqué. Bon, si on prend les 35 € par heure de formation, ça fait déjà 2 500. Donc, pour un collaborateur, on explose notre budget. Alors, effectivement, peut-être qu'il faut trouver une solution. Peut-être qu'il faut dire que l'heure de formation coûte moins cher. C'est probablement parce que si on a un gros volume, les organismes de formation vivront très bien grâce à ces gros volumes. Peut-être première chose. Deuxième chose, moi, je considère que pour faire ce métier en initial, j'entends, faire ce métier en initial, effectivement, partir sur 2 semaines minimum de présentiel me paraît incontournable. Je ne vois pas comment on peut apprendre ce métier à moins de 2 semaines. Ça me paraît fou de dire autre chose. Les outils digitaux, c'est très pratique, mais effectivement, comme l'a dit Gilbert, ce qu'on constate, et je vais vous donner une anecdote après, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de formations, je vais le dire, très médiocres, qui se développent avec des coûts très très faibles. Et donc l'anecdote que je veux vous raconter, c'est que je discute avec un client, et je lui dis comment vous faites pour votre formation. Il me dit j'ai trouvé un truc, c'est super. Évidemment, je ne vais pas citer le nom ici. J'ai cette formation-là, ça me coûte 149 € pour 14 heures. Je m'inscris tous mes collaborateurs et comme ça, c'est réglé.
Et je lui dis, mais est-ce que vous avez regardé? Parce que moi, évidemment, je l'ai acheté pour voir à quoi ça correspondait. C'est vraiment pas terrible. Et je dis, mais est-ce que vous avez regardé ce que c'était? Il dit, non, mais c'est super, c'est vraiment super. Je dis, en quoi c'est super? Il dit, bah, c'est super parce qu'en fait, ça me coûte 150 €. Mes collaborateurs ont leurs 14 heures, ils appuient sur un bouton et c'est Il terminé. n'y a pas de quiz, il n'y a pas de Si, il y a des quiz, mais vous Oui. savez, honnêtement, Oui. il y a 2 questions après chaque truc. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Il n'y a même pas besoin de savoir ce que c'est, quoi. Et donc, voilà ça veut où dire qu'il faut conduit- certifier au-delà de Calliope, il faut certifier oui. les organismes Oui. de formation. Alors, si je comprends Non, bien. Mais en en fait, fait, on est c'est la dans vraie un question. pays, bien sûr, on est dans un pays où on est très administratif, très réglementaire. Donc, on va contrôler le fait quand on est Calliope, on a, je ne sais plus combien d'indicateurs, 27 ou 28 ou 30, selon ce que l'on fait comme type de formation. Et on regarde de manière très réglementaire. Les audits de renouvellement sont très réglementaires. À aucun moment, on vient vous voir si vous avez une qualité pédagogique. Si ce que vous faites est intéressant, si vous vous exprimez correctement, si il y a un taux de satisfaction qui est élevé. On vous demande de connaître votre taux de satisfaction et de le communiquer, mais à aucun moment on vous demande d'avoir un taux de satisfaction de plus de 50%, par exemple. Et donc, c'est dommage parce que c'est un métier qui se transmet, c'est un métier de savoir-être, c'est un métier d'humain. Et finalement, on ne va pas regarder le fond de la question. Alors, comment certifier ça? J'en sais rien. Est-ce que vous avez une formation pour que les agents immobiliers, les syndics de copropriété, les gestionnaires locatifs soient plus aimés par la profession? En fait, on essaye. C'est vrai Faire que la vous promotion avez raison. de nos métiers, s'il vous plaît, Mais aidez-nous. on le fait dans nos formations, et c'est ce qu'on essaye de transmettre, c'est qu'on essaye de leur dire, soyez déjà fiers de votre métier, parce qu'en fait, il y a aussi un problème de fierté. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qu'on forme arrivent face à un client et se disent, mais on me regarde comme si, en fait, je ne servais à rien. Oui, en fait, déjà, on leur explique que c'est un métier. C'est un vrai métier qu'ils pratiquent. Beaucoup ne pensent pas toujours à ça. Ils se disent, après tout, avoir une bonne relation avec un client, ça suffit. Non, c'est le métier. Et il y a besoin, alors, 50 ans, comme disait Anne-Sandrine, 55 après la loi Hoguet, on est encore en train de dire il faut mettre le métier au centre du jeu. Ça fait beaucoup d'années passées, je ne dirais pas pour rien, mais un petit peu quand même. Mais est-ce que le débat, finalement, parce que Calliope, c'est une manière de contrôler les process de construction d'une formation. Mais qui contrôle le contenu et sa qualité? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai moi-même suivi un nombre incalculable de formations e-learning. Et manque de bol, c'était mon métier d'avant, ça, de faire des formations e-learning. Et à l'intérieur de ces formations, il y a de nombreuses erreurs sur le contenu même. Donc, quand on paye 100 €, 150 €, malheureusement, alors que ce serait possible de produire de la formation de qualité, si elle est produite pour du nombre. Voilà. Mais en fait, malheureusement, dans ces e-learning-là, le contenu n'y est pas. Et qui contrôle ce contenu? Alors, normalement, les chambres de commerce regardent par rapport à l'attestation, l'organisme de formation et demandent le détail de la formation. Et dans ce cas-là, posent des questions, mais elles ne vont pas jusqu'à regarder visiblement, elles ne regardent pas les vidéos ni les quiz. Non, bien sûr. C'est ça. C'est impossible. C'est trop. Matériellement, c'est impossible. Il y a une autre solution aussi, peut-être, j'y pense, parce qu'on a déposé un dossier auprès de France Compétences, justement de formation initiale pour les négociateurs immobiliers de 70 heures, pour le coup, de 2 semaines complètes. L'objectif de ce dépôt, c'est justement que ce soit potentiellement finançable par le CPF. Ah oui. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'immobilier. Ils ont le CPF, ils ont leur CPF. Ils ont le CPF, donc aujourd'hui, ils ne Oui. peuvent pas l'utiliser pour ce type de formation. Et puis nous, on ne peut pas les obliger à l'utiliser alors que ce serait bien qu'ils l'utilisent. Exactement. Donc on est en train, nous, on a déposé un dossier en ce sens-là, en se Vous disant, nous voilà, on donnerez vous propose... le référentiel. J'espère s'il est accepté, parce que France Compétences, c'est quand même un pourcentage très faible. Mais effectivement, alors donc cette loi, enfin ce décret, quand le jour où il arrive, va tomber à point. Et nous, l'objectif, c'est de former les gens avant. C'est-à-dire, avant de rentrer dans l'entreprise, de les rendre employables avec une vraie formation de 15 jours. Et puis derrière, ils soient à nouveau formés, peut-être une semaine dans leur entreprise, aux techniques de l'entreprise, aux méthodes de l'entreprise. Mais donc le CPF peut être une solution de financement qui est intéressante parce qu'elle a déjà été cumulée. Il y a déjà des fonds qui sont débloqués. Peut-être que ça peut être une piste. Mais il faut vraiment travailler sur le fond de cette formation. On parlait des modes d'organisation, donc asynchrone, synchrone, etc. Mais il y a aussi le contenu de la formation qui est à regarder aussi dans le cadre des discussions au niveau du décret. Oui. C'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on est en train de collecter à droite à gauche les référentiels des formations qui seraient des formations qui correspondraient à tous les cas de figure. Bien sûr. Un contenu on vous montrera l'autre. Ce serait déjà bien. Oui.
Oui, oui, bien sûr, ça c'est un minimum. Mais nous, à UNIS, comme tous les syndicats, on n'est pas pour des attestations de compétences, de complaisance, pardon, oui. de compétences. Voilà, lapsus révélateur de mon syndicat. Oui. Non, parce qu'on a aussi un organisme de formation qui s'appelle Implus, mais on n'est pas pour des attestations de complaisance, parce que de toute façon, c'est tellement difficile maintenant. La réglementation est difficile, elle est complexe. C'est pour ça que c'est un vrai métier, comme vous disiez. C'est pour ça que c'est une vraie garantie, c'est une garantie de passer par un professionnel. Et n'oublions pas que se former, c'est se protéger d'abord. C'est pas répondre à une obligation, c'est d'abord se protéger pour faire un métier qu'on veut faire visiblement, mais pour le faire bien, sans prendre de risques. Non, mais il faut avouer aujourd'hui que l'investissement des managers d'agences notamment dans la formation est très insuffisant. C'est-à-dire qu'il répond à cette obligation-là, mais il n'y a pas l'investissement dans la compétence, il n'y a pas l'investissement dans comment mon collaborateur va évoluer, va se développer. Pas pour tout le monde, évidemment, hein, mais il y a une grande partie quand même de patrons d'agence aujourd'hui qui, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas l'envie, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un vrai besoin de les repousser. Quoi. Dans l'étude qu'on réalise tous les ans, on réalise une enquête auprès des recruteurs et des candidats. Et là, on voit des choses assez étonnantes, notamment, et je te passe la parole Antoine, notamment sur le financement, enfin sur la part d'investissement qui est accordée à la formation dans les agences. Et alors ? Alors, c'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible. La part d'investissement, c'est, je crois que pour plus de 50%, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je n'ai pas l'étude sous les yeux, je crois que pour plus de 50% des patrons d'agence, c'est moins de 0 €. Enfin, c'est moins de 0 €, c'est 0 €. Et à 60-65%, c'est moins de 1 000 €. C'est ça. C'est-à-dire qu'un patron d'agence considère que l'apprentissage par le terrain vaut finalement toutes les formations qu'on pourrait lui proposer. Donc finalement, le problème, ce n'est pas la loi Hoguet. Enfin, votre question, ce n'est pas la loi Hoguet. C'est de savoir comment on est un bon professionnel en 2025 et comment on se bat pour l'être. Alors, en dehors des aspects juridiques, oui. Réglementaires. Oui, alors oui et non, parce que je finis, enfin, je ne sais pas si on finit là-dessus ou pas, mais pour répondre à ce que vous me dites, moi, je considère, je reviens sur cette loi Hoguet et cette rémunération à la commission qui, pour moi, engage une fragilité de l'entreprise, donc un manque d'investissement dans les collaborateurs, en se disant je ne le paye qu'à la commission. S'il est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, c'est pas grave, ça ne me coûte rien. Donc, pourquoi m'investir ? C'est cette spirale-là que j'aimerais, moi, qu'on arrive à... Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, la loi Hoguet, aujourd'hui, et on le constate tous les jours avec nos clients, est un frein au recrutement, au bon recrutement. Parce qu'effectivement, fidéliser ses équipes, c'est très compliqué. Le turnover dans l'immobilier avoisine les 40%. Et il avoisine les 40% aussi parce que être payé à la commission, ça veut dire engager quelqu'un qui finalement va commencer à gagner sa vie 3 à 6 mois plus tard. Donc un turnover par définition, d'une fidélisation qui n'est pas là, et donc qui en pâtit ? La formation. Il y a quand même des difficultés parce que dans les cartes professionnelles, il y a quand même 95% des cartes professionnelles pour le syndic les syndicats sont gérés au niveau du nombre de lots, pas au niveau du nombre d'immeubles, par 95% de personnes professionnelles. Vous avez 65% pour les agents immobiliers, les transactions, et vous n'avez que 40%, 35% sur la gestion locative. Or là, on n'est pas à la garantie de résultat, donc on peut peut-être se poser aussi d'autres questions. Ouais, c'est une bonne remarque. Elle a l'art de clore la conversation et de donner l'idée du sujet d'après, vous voyez ? Oui. L'ouverture. Oui. On va peut-être en rester là, malheureusement. Je crois qu'il est temps de clore quand même cette conversation. Évidemment, le sujet, et Daniel Dubrac vient de nous le prouver, doit être encore approfondi, peut-être aussi élargi, mais on aura sans doute l'occasion de le reprendre à un autre moment. Merci beaucoup, Daniel Dubrac, de nous avoir rejoints. Et puis, merci également à Antoine Ménard et Gilbert Chouchana, dirigeants de Recrutimo. Et puis à vous toutes et tous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Merci de votre invitation, sincèrement. Au revoir et merci. Merci Anne-Sandrine. Merci. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.